And now that it's ending, I have to ask, there were times, I just know it, when you weren't listening to a word I was saying, right? Not a word. Amazing. Can you blame me? You never shut up. It's like you were born without a filter. The whining, mother, father, brother, girlfriend, blah, 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 blah. Who cares? Salut les psychonautes, nous voici donc de retour avec une interview réalisée lors des journées de la Société de l'information psychiatrique qui se sont tenues à Toulouse en octobre dernier. Nous avons eu la chance de rencontrer Bruno Falissard, un homme au parcours atypique. Polytechnicien puis psychiatre, il est devenu professeur de santé publique et s'est fixé, entre autres, la délicate mission d'évaluer l'efficacité des traitements en psychiatrie. Je m'appelle Bruno Falissard, je suis pédopsychiatre et je suis enseignant de santé publique à la faculté de médecine Paris-Sud. D'abord, les psychothérapies, ça sert à quelque chose? La réponse est oui. Et ce qui est drôle, c'est de se poser la question. Parce qu'en fait, s'il vous arrive un malheur au boulot, ça va mal aujourd'hui au boulot, il y a des tensions, etc. Vous rentrez chez vous le soir. Vous allez faire quoi? Vous allez en parler à votre épouse, à votre époux, et ça va faire du bien. Et d'ailleurs, s'il ne vous écoute pas, vous allez lui dire « tu ne m'écoutes pas, je ne peux pas compter sur toi », etc. Donc, depuis des milliers d'années, il y a des textes écrits qui disent que écouter quelqu'un quand il va mal, lui donner des conseils, ça lui fait du bien. Alors ça, c'est le premier point. Alors, néanmoins, vous avez dû remarquer aussi que si un de vos proches va vraiment très mal, il est très en souffrance, alors c'est pas facile forcément de l'écouter parce que ça vous touche vous aussi. Et en particulier, par exemple, si c'est un de vos enfants, un adolescent, comme ça arrive de temps en temps, qui va mal, vous avez envie de l'aider, vous savez qu'il faut lui parler, mais c'est dur de lui parler, c'est dur parce que, et d'ailleurs c'est tellement dur que vous allez parfois dire des choses qu'il ne fallait pas dire, et vous allez lui faire du mal au lieu de lui faire du bien. Et on sait bien que ça nous est tous arrivé plus ou moins. Donc du coup, il y a des gens dont c'est le métier. Alors ils sont faits pour ça, c'est-à-dire de base, ils aiment écouter les gens, ils aiment leur parler. Et deux, ils ont été formés parce qu'il y a des techniques, c'est à la fois des astuces et puis apprendre à se protéger soi-même, à ne pas être en prise directe avec les émotions des autres, et puis voire même des techniques très sophistiquées pour voir les problèmes et comment faire pour que les gens vont mieux. Donc oui, ça marche, 2, c'est utile, 3, en fait, nous sommes tous des Monsieur Jourdain de la psychothérapie, mais sauf qu'il y a des vrais psychothérapeutes. En fait, on évalue les psychothérapies comme on évalue les médicaments, comme on évalue tous les soins. De base, c'est très simple. Si je me demande si l'hypnose, par exemple, c'est bien pour calmer les douleurs de l'accouchement, eh bien, on va prendre 200 femmes qui vont accoucher. Pendant leur grossesse, on va leur dire, on va vous proposer, vous allez être tiré au sort, il y en a la moitié, on va vous proposer des cours d'hypnose. Et puis l'autre moitié, on fera comme d'habitude, mais on s'occupera bien de vous. Et puis on va regarder, juste après l'accouchement, 2 mois après l'accouchement, on va leur demander, est-ce que vous avez eu mal, est-ce que vous n'avez pas eu mal, et puis on va comparer. Donc en principe, c'est pas compliqué. Mais dans la pratique, en fait, comme c'est de la médecine, c'est jamais aussi simple que ça, mais c'est pas aussi simple avec les médicaments comme avec les psychothérapies. Alors je reprends l'exemple de l'hypnose. En fait, il y a eu une étude comme ça qui a été faite sur les douleurs de l'accouchement. Le résultat de l'étude, c'est ça améliore pas la douleur, en fait, et ça complique, il y a plus de complications d'accouchement, donc c'est pas bien. Sauf que quand on regarde dans le détail, comment dire que les femmes avaient moins mal ou plus mal? On leur demandait, vous savez, avec ces échelles qui vont de 0 à 10, comment vous avez mal? Et on donne un nombre. Alors c'est vrai que les femmes donnaient le même nombre. Sauf que quand on leur demandait comment vous avez ressenti cette douleur en vous, en fait, elles la ressentaient avec moins de violence émotionnelle. La douleur est mieux supportée, même si en fait l'intensité est la même. Deuxième point, il y a plus de complications. Mais pourquoi? On s'est rendu compte qu'en fait, les femmes qui s'hypnotisent avant d'accoucher commencent à le faire dès que le travail commence chez elles.
Et donc elles arrivaient à l'hôpital, elles étaient cool, et les sages-femmes leur disaient, mais non, vous ne devez pas être en travail. Elles les renvoyaient chez elles, et donc elles arrivaient à l'hôpital après trop tard, et finalement elles avaient plus de complications. Donc c'est facile d'évaluer les psychothérapies, mais il faut faire gaffe. Il y a deux façons de répondre à la question. La première, quand même, il y a des types de troubles pour lesquels certaines psychothérapies marchent mieux, et on le sait. Par exemple, dans la prise en charge de l'anorexie mentale, maladie terrible, c'est très difficile à prendre en charge. On sait que les thérapies familiales, ça marche. Ça ne veut pas dire que c'est les familles la cause, etc., mais prendre en charge le groupe, ça marche sur la patiente. Après, si vous avez une phobie des avions, si vous avez une phobie des ascenseurs, les thérapies cognitivo-comportementales, ça marche. C'est-à-dire, petit à petit, on va vous apprendre à rentrer dans un ascenseur alors qu'il est à l'arrêt, etc., etc. On va vous désensibiliser, ça marche. Si, au contraire, vous avez des problèmes dans votre vie parce que vous vous rendez compte que, sans arrêt, quand les choses vont aller bien, que vous avez une nouvelle petite amie, que c'est super, etc., vous allez tout faire pour que ça marche mal. Il y a des gens qui sont comme ça. Eh bien là, si vous avez envie que ça change, c'est plutôt une thérapie psychanalytique qu'il faudra. Donc on voit quand même, et là, bien sûr, on ne peut pas le savoir nous-mêmes, mais il faut aller voir un collègue, un psychiatre, et c'est son job de dire, ah ben, vu vos problèmes, ça serait plutôt ça ou ça. Alors ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, c'est que certaines personnalités sont plus à l'aise dans certaines thérapies que d'autres. Il y a des gens qui aiment bien réfléchir sur eux, c'est-à-dire qui veulent comprendre pourquoi ça va mal, etc. Alors là, la psychanalyse, c'est ce qu'il faut. Et puis il y a des gens, surtout, moi je veux pas comprendre, moi je veux aller mieux, et c'est ça que je veux. J'ai un problème, j'ai peur quand je parle en public, ça me sert à rien de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans mon enfance, je veux mieux parler en public. Là, il vaut mieux faire une TCC. Et quand on croise les deux, c'est pas si compliqué que ça. Bien sûr, mais ça c'est typique, c'est quand même un mal avant tout français, hein, et c'est un mal avant tout universitaire, c'est que dans notre système de soins, c'est les médecins des universités qui sont les médecins emblématiques, et ils sont surspécialisés, c'est normal, c'est les médecins qu'on va voir en dernier ressort, donc ils sont très spécialisés. Mais du coup, dans l'imaginaire collectif, plus on est spécialisé, meilleur on est. Et c'est pas vrai. Un médecin généraliste, il peut être meilleur qu'un cardiologue pour gérer les problèmes de diabète, et etc. Donc oui, on en a besoin. Et la psychiatrie est fondamentalement une discipline générale. Ça fait 3 ans que je m'occupe de l'Association internationale de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Donc la psychiatrie de demain, c'est une question qui nous interroge dans tous les pays. C'est une question... et donc oui, j'y réfléchis beaucoup. Alors quand même, le premier point sur la psychiatrie de demain, c'est qu'il va falloir démêler ce qui relève de la santé mentale de ce qui relève de la psychiatrie. C'est quelque chose de fondamental, parce qu'aujourd'hui, ça part dans tous les sens. C'est-à-dire, aujourd'hui, avoir des mauvaises notes à l'école, c'est considéré comme un problème instrumental en lien avec la santé mentale. Et finalement, la schizophrénie ou l'anorexie mentale sévère, c'est de la psychiatrie, donc de la santé mentale. Et donc, plus personne n'y comprend plus rien. Et en plus, on ne sait pas quel argent on doit utiliser. Parce que s'occuper des enfants à l'école, ce n'est pas l'argent de la sécurité sociale, dont on se sert pour la schizophrénie et les troubles. Et donc là, tout le monde est mauvais. Les politiques, les médecins, la société. Donc il faut vraiment que tous on réalise que oui, nos sociétés vont mieux, c'est ça le truc, hein, c'est qu'on va mieux en fait. On est en meilleure santé, on vit plus longtemps, en fait on est plus heureux qu'avant, quoi qu'on en dise, donc ça va mieux. Du coup, qu'est-ce qui émerge? Les problèmes de psychisme. Et du coup c'est ça qui interpelle toute la société avec des trucs compliqués, les parents qui se séparent, les gens qui veulent changer de sexe, etc., etc., etc. Et donc, comme c'est compliqué, on met de la psychiatrie partout. Alors, déjà, il va bien falloir comprendre que la psychiatrie ne s'occupe pas de tout. Les psychiatres, ce sont des médecins. Et les médecins, ils s'occupent des gens qui sont en grande souffrance et qui vont les voir pour soulager leur souffrance. Après, les psychiatres, ils peuvent donner leur point de vue sur ce qui se passe dans la société. Par exemple, moi, je suis pédopsychiatre.
Quand on me dit, c'est bien qu'il y ait la garde alternée, comme ça les papas ont les enfants comme les mamans, je dis d'accord, mais peut-être qu'on pourrait aussi s'inquiéter des enfants, et peut-être que c'est pas super top pour les enfants qu'il y ait la garde alternée. C'est juste, je dis pas que c'est bien ou pas bien, c'est juste que on peut se poser la question quand même. Donc on a nos mots à dire, mais notre message en tant que médecin, il n'est pas le même quand on s'occupe de patients et quand on s'occupe de la société. Et nous, il faut qu'on le réalise ça. Il faut qu'on le réalise. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, il y a des connaissances colossales qui sont accumulées dans le domaine des neurosciences et de la psychiatrie et de la psychanalyse et de la psychologie. Il faut que le psychiatre de demain, il faut qu'il ait un champ ouvert. Et ça, c'est compliqué parce que, en fait, un cardiologue, il n'y a qu'une seule théorie du fonctionnement du cœur. En psychiatrie, c'est pas pareil. On n'a pas une théorie du fonctionnement de la pensée. Et ça, il faut l'accepter. Il faut que la société l'accepte. On n'est pas avec la vérité sur ce qui se passe dans notre tête, parce qu'on ne sait pas où est la vérité. Donc il faut que les psychiatres ne soient pas tout-puissants et que la société n'attende pas que nous soyons tout-puissants. Et puis après, il y a les nouvelles technologies. Alors là, il y a des choses stupéfiantes. D'abord, pourquoi pas faire des entretiens par Skype, par téléphone, et que ça soit remboursé comme ça. Et on sait déjà qu'on peut le faire, puisqu'en Australie, avant, le psychiatre devait venir par hélicoptère à certains endroits, donc c'est quand même problématique. Aujourd'hui, par Skype, on fait des entretiens, c'est moins bien, mais ça marche quand même beaucoup mieux que par hélicoptère. Et donc, en France, on n'a pas besoin forcément de prendre l'hélicoptère, mais ça, quand même, ça nous aiderait dans plein de situations de pouvoir faire des trucs avec les nouvelles technologies. Et on peut même aller plus loin. Il y a maintenant des algorithmes qui sont susceptibles, sur une ligne 24 heures sur 24, quand j'ai envie de me suicider, je réponds au téléphone, je téléphone pour dire que je vais mal et on m'écoute. Il y a un algorithme qui analyse votre voix et qui peut dire à l'écoutant, attention, celui-là peut-être qu'il va mal. Et donc ça aussi, il va falloir apprendre à vivre avec des outils qui écoutent les êtres humains. Donc oui, ça va changer, mais moi je pense que ça sera mieux. On ne peut pas parler de recherche en psychiatrie sans parler de recherche en neurosciences, puisque dans l'imaginaire, les deux sont mélangés. Alors, les recherches en neurosciences, c'est extraordinaire. À lire comme ça le soir à la maison, on apprend plein de choses et c'est bluffant. D'un autre côté, pour une raison assez incompréhensible, les recherches en neurosciences aujourd'hui ne servent quasiment à rien pour l'exercice de la pratique psychiatrique. Alors peut-être que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, ça sera différent, mais aujourd'hui, c'est le cas. Et donc quand même, il faut prendre un peu de recul, et c'est vrai qu'on est fasciné par les big science, les trucs super high-tech, mais il faudrait peut-être aussi penser la recherche en psychiatrie basique, c'est-à-dire un soignant qui est en face d'un soigné, qui lui raconte en quoi il va mal, et oui, on peut faire de la recherche là-dessus, savoir comment parler, savoir quels sont les signes qui sont importants, pas importants, quelles sont les choses qu'on peut dire ou ne pas dire en fonction de l'âge, du sexe, etc., de la culture, etc. Bon. Donc de la recherche clinique. Et là en France aujourd'hui, la recherche clinique en psychiatrie, c'est un peu la cata. La France, elle aime bien les recherches super intellectuelles. On met tout notre argent là-dessus. C'est peut-être pas une bonne idée de mettre que l'argent là-dessus. Alors après, la question de l'évaluation, alors ça c'est une nécessité d'éthique collective. C'est-à-dire que, la société nous paye, donc nous avons le devoir de soigner nos concitoyens du mieux que l'on peut. Et puis 2, c'est quand même l'objectif du médecin. L'objectif du médecin, il a quelqu'un qui vient et qui va mal, il doit faire tout ce... Même en dehors du fait que le patient le paye et que la société attend ça de lui, c'est lui qui à l'intérieur de lui, il doit faire le maximum. Alors après, bien sûr, il faut se méfier des façons dont on évalue. Mais ça, c'est vrai en médecine en général. Quand on évalue un anticancéreux que sur la durée de survie, c'est pas bien parce que si la chimio, elle bousille complètement le bonhomme et que ça rajoute 2 mois de vie, peut-être que c'est pas un bon plan. En psychiatrie, c'est pareil. Peut-être que des médicaments, on a l'impression que ça marche mieux, en fait, ça marche moins bien.
D'accord. Mais ça veut dire que la recherche n'est pas simple. Ça veut dire qu'il faut faire attention. Et on peut faire attention. Donc, c'est compliqué, mais c'est pas parce que c'est compliqué que c'est infaisable et qu'il ne faut pas le faire. Un, il faut le faire, on n'a pas le choix. Et puis deux, il faut que la société, quand même, décide que c'est important.